Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici les titres de ce vendredi. Et après la rue, l'aéroport, c'est là-bas que les manifestants hongkongais ont organisé un sit-in géant pour que le monde entier connaisse leurs revendications. Après 2 mois de mobilisation, notre invité ce soir, Joshua Wong, figure du mouvement, emprisonné à 2 reprises par les autorités. Matteo Salvini sans le mouvement 5 étoiles. En Italie, la coalition éclate. Le leader de la Ligue demande des élections anticipées, pariant sur sa forte popularité. Mais cette crise plonge une nouvelle fois le pays dans l'incertitude. Également au sommaire, les 20 ans de Vladimir Poutine au pouvoir. Nous reviendrons sur 2 décennies de règne sans partage à la veille de nouvelles manifestations de ses opposants demain. Ces dernières semaines, ils sont des centaines à avoir été arrêtés. Parmi eux, Alexander Solovyov, candidat à la mairie de Moscou contre vents et marées. Il est également notre invité. Et puis 2 millions de fidèles sont attendus pour le pèlerinage annuel à la Mecque. Mais c'est en République du Congo que nous partirons ce soir à la rencontre de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'y rendre. Les voyageurs qui sont arrivés à l'aéroport de Hong Kong ont sans doute été surpris aujourd'hui. 2 mois jour pour jour après le début de la mobilisation, les manifestants hongkongais y ont organisé un sit-in. Objectif, sensibiliser les visiteurs étrangers à leur contestation du pouvoir chinois. Dans un instant, nous parlerons de ces revendications avec l'un des activistes du mouvement. Mais d'abord, le récit de cette journée signé Yohan Jameta d'Angelo. Après la rue, autour de l'aéroport de Hong Kong, d'être occupé par les manifestants pro-démocratie. Habillés en noir, ils étaient plusieurs centaines de personnes à rester assises vendredi sur le sol de l'aérogare. Pancarte à la main, avec des inscriptions en anglais et en chinois, les manifestants souhaitaient interpeller les visiteurs étrangers avec des messages politiques. Pancarte à la main, avec des inscriptions en anglais et en chinois, les manifestants ont souhaité interpeller les visiteurs étrangers avec des messages politiques. Depuis plusieurs mois, les Hongkongais défient l'autorité de Pékin et réclament notamment le départ de Carrie Lam, la chef contestée de l'exécutif. Plusieurs pays ont averti leurs ressortissants en partance pour Hong Kong. Washington demande à ses citoyens de faire preuve d'une grande prudence, alors que Paris recommande à ses voyageurs de rester à l'écart de tout rassemblement. Et ce soir, notre invité Joshua Wong, secrétaire général du parti pro-démocratie Demosisto. Joshua a été condamné à 2 reprises, une première fois lors du mouvement des parapluies et une deuxième fois, il y a 2 mois, pour son rôle dans le mouvement de protestation qui secoue Hong Kong. Joshua, merci d'être avec nous dans Euronews Soir. Ce que vous dénoncez, c'est en fait l'influence grandissante de la Chine qui menace votre semi-autonomie. Mais comment ça se traduit au quotidien ? Des jeunes ont été placés en détention, des élus ont été démis de leurs fonctions, des libraires et éditeurs ont été kidnappés, des diplomates ont été exclus de Hong Kong. Ces 2 derniers mois, les forces de police anti-émeutes placées sous les ordres de Pékin ont lancé plus de 10 000 tirs de gaz lacrymogène. 600 activistes ont été arrêtés. On porte clairement atteinte à nos droits fondamentaux. Cette semaine, les autorités chinoises ont menacé de réagir fortement à cette mobilisation. Est-ce que cela vous incite à plus de prudence ? L'utilisation d'armes et les tirs de gaz lacrymogène par les forces de police anti-émeutes ne visaient pas seulement les manifestants, elles visaient aussi des journalistes et des citoyens ordinaires. La contestation doit continuer et nous allons continuer à manifester tous les week-ends. Notre appel à la démocratie et à des élections libres ne s'arrêtera jamais. On l'a bien compris, donc une détermination à toute épreuve. Merci beaucoup Joshua Wong d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Euronews. L'Italie, toujours dans l'incertitude politique. La coalition gouvernementale éclate. En tête des intentions de vote, la Ligue de Matteo Salvini veut s'affranchir de son partenaire, le mouvement 5 étoiles, et compte proposer une motion de censure. Le parti réclame de nouvelles élections. Le président italien pourrait aussi choisir de mettre en place un gouvernement technique. Pour la rentrée, on fait le point avec Audrey Tilve. Le bouillonnant Matteo Salvini n'y tenait plus. Il a décidé d'en finir avec le gouvernement de coalition dirigé par Giuseppe Conte. Le chef de l'extrême droite entend déposer une motion de censure devant le Sénat. Trop proche du mouvement 5 étoiles, un parti avec lequel Salvini veut rompre.
Giuseppe Conte est en sursis et le chef de la Ligue veut aller vite. Ceux qui perdent du temps songent seulement à garder leur fauteuil, écrit-il dans ce tweet, avant de conclure la parole au peuple. Enterrer donc l'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Depuis les élections européennes et le gros score de la Ligue, Matteo Salvini se sentait pousser des ailes. La chute des populistes de Di Maio dans les sondages a achevé de le convaincre de faire cavalier seul. Les tensions entre les deux alliés ne datent pas d'hier et c'est un désaccord sur la ligne de TGV Lyon-Turin qui a servi de prétexte à la rupture. Mais la sortie de crise reste bien incertaine. Si Salvini veut des élections anticipées, le président Sergio Mattarella est le seul à pouvoir dissoudre le Parlement et à les convoquer. Direction la Russie à présent, où la contestation du pouvoir se poursuit. Dans un instant, Alexander Solovyov, l'un des nombreux opposants arrêtés ces dernières semaines, sera avec nous. Et d'ailleurs, il n'avait que 11 ans quand Vladimir Poutine a été nommé Premier ministre. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, cet homme à poigne est parvenu à installer un pouvoir sans partage. Retour sur 2 décennies poutiniennes avec Laurence Alexandrovitch. 20 ans de pouvoir sans partage au Kremlin. Tour à tour, Premier ministre et président, Vladimir Poutine semble décidé à continuer à régner sur la Russie. Le 9 août 1999, Boris Eltsine nomme le peu connu patron des services de renseignement Premier ministre. L'image de dur qu'il cultive, en lançant la deuxième guerre de Tchétchénie, le propulse à la présidence en mars 2000. Son premier mandat est marqué par une série de tragédies nationales. Le naufrage du sous-marin Kursk, l'attaque terroriste contre l'école de Beslan et la mort de centaines d'enfants, suivie de la prise d'otages sanglante du théâtre de Moscou. Poutine instaure un État fort et s'attaque à ceux qui peuvent lui voler le pouvoir. L'oligarque Mikhail Khodorkovsky passera 10 ans en prison. Grâce à une manne pétrolière abondante, la première décennie au pouvoir est marquée par une remontée du niveau de vie des Russes et les succès sont associés au nom de Vladimir Poutine. En 2008, la Constitution ne lui permettant pas d'être réélu, il devient le Premier ministre de son dauphin, Dmitri Medvedev. Mais les crises se multiplient. Guerre en Géorgie en 2008, soutien controversé à Bachar el-Assad en Syrie, crise ukrainienne en 2014 et annexion de la Crimée. Les sanctions internationales et la chute des prix du pétrole portent un coup dur à l'économie. En 2018, Poutine est pourtant triomphalement réélu. Mais selon cet expert, l'ambiance a changé. La cote de Poutine n'est plus ce qu'elle était. Il n'y a plus d'adoration comme c'était le cas il y a quelques années. Pendant 20 ans, il a été la voix la plus forte. Maintenant, les gens attendent une autre voix. Dès qu'elle apparaîtra, sa cote de popularité dégringolera. La popularité de Vladimir Poutine a chuté en effet depuis l'annonce il y a 1 an d'une impopulaire réforme des retraites. Depuis juillet, un mouvement de contestation secoue le pays pour réclamer des élections locales libres. La ferme répression laisse peu de doute sur les intentions de Vladimir Poutine. Il compte donner le là jusqu'à l'expiration de son mandat en 2024 et peut-être après encore. Et justement, demain, l'opposition se mobilisera de nouveau pour réclamer des élections locales libres. Ces 2 derniers week-ends, plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés, parmi lesquels de nombreux opposants politiques et journalistes. Parmi eux, Alexander Solovyov, qui a été placé en détention pendant 8 jours. Il tente d'être candidat à la mairie de Moscou, mais c'est visiblement un parcours du combattant. Merci Alexander d'être avec nous ce soir dans Euronews Soir. Alors expliquez-nous à quel point c'est difficile finalement d'être candidat à la mairie de Moscou. Je devais récolter toutes les signatures, mais la commission électorale m'a dit qu'elles n'étaient pas valables. Ils m'ont dit que la moitié de ces personnes qui avaient signé n'existent pas. Mais ce n'est qu'une façon de commettre des fraudes. Aujourd'hui, est-ce que la société, la population russe est en demande de changement? Est-ce que ces manifestations révèlent quelque chose de véritablement profond? Aujourd'hui, cela va déjà très bien. Au-delà des élections locales, les gens commencent à se rendre compte que les autorités feront tout. Ils sont prêts à frapper les manifestants s'ils descendent dans la rue.
même pacifiquement. Mais en même temps, les personnes sont frustrées. Elles pensent que ce n'est pas possible de changer les choses. Elles gardent en elles leur colère. Et c'est un problème, parce qu'elles pensent qu'on ne peut rien changer. Merci beaucoup Alexander Solofiov de nous avoir accordé quelques minutes dans Euronews Soir. Eux sont parvenus à trouver un terrain d'entente. 450 activistes venus du monde entier se réunissaient à Lausanne depuis le début de semaine pour un sommet des jeunes sur le climat. Parmi eux, la Suédoise Greta Thunberg. Une motion a été approuvée à 99%. Elle porte 3 revendications: assurer la justice climatique et l'équité, maintenir la hausse de température en dessous de 1,5 degré. Et puis écoutez, je cite, la meilleure science actuellement disponible. Et puis 2,5 millions de personnes ont entamé le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite. C'est l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. Mais certains n'ont pas cette chance de pouvoir s'y rendre. C'est le cas d'Abou Bassam qui vit en République démocratique du Congo. Interdiction pour lui de s'y rendre à cause de l'épidémie d'Ebola. Récit signé Cécile Sauzet. Le pèlerinage à la Mecque, immanquable pour un musulman, à faire au moins une fois dans sa vie. Abou Bassam économise depuis 2 ans pour s'y rendre. Mais il habite en République démocratique du Congo, un pays touché par l'épidémie d'Ebola. Depuis 2 semaines, ce musulman pratiquant a interdiction de se rendre en Arabie Saoudite. Ça m'avait fait très mal de ne pas aller. Parce que j'avais l'intention vraiment de faire le pèlerinage cette année. Et comme Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi, je m'incline à la volonté de l'Éternel. Depuis 1 an, 1700 personnes sont déjà mortes d'Ebola. C'est la 2e épidémie la plus grave de l'histoire. Le 16 juillet, l'OMS déclarait l'urgence sanitaire internationale, mais recommandait aux États de ne pas fermer leurs frontières. Abou Bassam vit à Goma, l'une des villes les plus touchées par la maladie. À ses yeux, la suspension des visas est une mesure nécessaire, mais injuste pour la RDC. Cette décision-là devrait être prise par les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda et les Soudan, qui sont nos voisins directs, d'ailleurs plus proches de l'épidémie. Environ 3% de la population congolaise est musulmane et chaque année pendant le Hadj, environ 1 pèlerin sur 10 vient d'Afrique subsaharienne. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite. J'ai été ravi de passer cette semaine en votre compagnie. Passez une très belle soirée, un très bel été et à très vite sur Euronews.